tout le monde. Je me présente. Je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Une rencontre qui porte sur la révision de la limite de vitesse et les mesures d'accompagnement sur l'avenue Charles-Huot. Alors, permettez-moi également de vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Tout d'abord, Madame Émilie Villeneuve, qui est votre conseillère municipale du district Saint-Louis-Sillery et membre du comité exécutif de la Ville de Québec. Bonsoir, Madame Villeneuve. Bonsoir. Et également, on a avec nous M. Marc Desrivières, directeur du service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir. Bonsoir. Madame Caroline Larouche, directrice de la division de la planification du transport et de la conception routière. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Jérôme Nadeau, ingénieur chef d'équipe au service du transport et de la mobilité intelligente, qui va faire la présentation de ce soir. Et par la suite, mes collègues, bonsoir M. Nadeau, vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, quelques mots avant de céder la parole à Mme Villeneuve pour le mot d'introduction. Peut-être que la plupart d'entre vous sont déjà habitués avec la plateforme Zoom. Donc, sinon, vous avez en principe un bouton affichage. Si jamais présentement vous me voyez juste moi et pas la mosaïque de tout le monde, dans l'affichage, vous pouvez choisir l'affichage galerie. Comme ça, vous voyez tout le monde, pas juste la personne qui parle. Et également, tantôt pour la période de questions, peut-être repérer tout de suite, en bas, vous avez un micro, puis la vidéo. Donc, comme ça, vous pouvez activer ou désactiver votre caméra. Sachez que la rencontre de ce soir est enregistrée. Donc, en acceptant d'ouvrir votre micro, votre caméra, vous acceptez également d'être enregistré. Des fois, il y a des citoyens qui nous demandent de l'enregistrement. Donc, je voulais vous en aviser. Voilà. Également, vous avez l'outil discussion ou chat selon la langue dans laquelle est configuré votre logiciel. Donc, c'est par cet outil qu'on va recevoir vos questions ou vous pouvez également lever la main là, puis intervenir au micro. Donc, on a choisi ce mode réunion pour que justement on puisse se parler presque comme si on était en personne. Voilà, donc sans plus tarder, je vais inviter Madame Villeneuve pour un mot d'introduction. Bonsoir. Eh bien, je suis très heureuse d'être ici ce soir parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille en aller-retour avec certains citoyens là, de votre rue, mais également l'administration, un concept là, d'aménagement pour votre rue. Alors, bien hâte de vous entendre sur cette proposition-là. On va faire le tour là, avec l'administration sur la démarche qui nous a amené à cette proposition-là et également là, un survol sur ce qui s'en viendra aussi dans les prochaines années. Moi, quand je suis arrivée là, en 2017, il y avait eu un concept là, qui vous avait été présenté, mais je n'y étais pas en 2017, qui avait été tassé, là, finalement. Là, je pense que ce n'était pas souhaité par les résidents à ce moment-là. Alors là, c'est vraiment une proposition, mais qui n'est pas la même, évidemment, que 2017. C'est une proposition temporaire ce soir qu'on vient vous présenter, mais éventuellement, ce serait une proposition qui pourra alimenter une proposition permanente qu'on souhaite là, dans les prochaines années également. Si jamais ce soir, là, vous avez des questions qui vous viennent en tête, après la rencontre, là, ben, c'est pas maintenant ou jamais. Là, vous pouvez prendre quelques jours là, pour nous revenir aussi avec vos questionnements là, sans problème. Alors, je laisse tout de suite l'administration vous faire cette présentation-là. Merci, Madame Villeneuve. Alors, le déroulement de la soirée est fort simple. Tout d'abord, M. Jérôme Nadeau va va faire une brève présentation et par la suite, il y aura une période d'échange, questions, commentaires. Alors, sans plus tarder, M. Nadeau, je vais vous inviter à partager votre écran pour faire la présentation. Je rappelle que M. Nadeau est ingénieur chef d'équipe au service du transport et de la mobilité intelligente. Est-ce Parfait. que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter ce soir les mesures d'accompagnement au changement de la limite de vitesse sur l'avenue Charles-Huot.
Donc, le déroulement de la présentation est la suivante. Tout d'abord, une mise en contexte du projet. On présentera également les vitesses pratiquées qui ont été recensées sur l'avenue Charles-Huot et les modifications de la limite de vitesse vous seront présentées en détail. Puis, on discutera des mesures d'accompagnement proposées et des prochaines étapes. Donc, tout d'abord, la mise en contexte. Plusieurs requêtes citoyennes ont été reçues à la Ville concernant la vitesse pratiquée sur l'avenue, mais aussi le transit véhiculaire dans tout le secteur de la tête des ponts. Il y a également l'adoption de la nouvelle stratégie de sécurité routière qui a été adoptée en 2021. Puis, dans le cadre de cette stratégie-là, il y a notamment la mise à niveau des passages pour personnes, la sécurisation des cheminements scolaires, la sécurisation des sites accidentogènes, là où on a le plus d'accidents sur notre territoire, mais aussi la modification des limites de vitesse. Et donc, c'est là où c'est le dossier qui nous concerne ici. Pour ce qui est des vitesses pratiquées actuellement recensées, donc, les relevés de vitesse qui ont été réalisés sur Charles-Huot ont été faits entre Noury et Saint-Louis. Puis ça a été réalisé en 2018 et 2014. Donc, 3 relevés. Le dernier, le 24 octobre 2018, c'est un mercredi, la vitesse moyenne recensée était de 53 km/h. Rappelons que la limite de vitesse est actuellement de 30 km/h. Donc, vitesse moyenne de 53 km/h. La vitesse pratiquée au 85e centile, 61 km/h. Brève explication, le 85e centile, c'est la vitesse à laquelle 85% des usagers ont circulé ou moins. Donc, le 85e percentile des usagers ont roulé 61. Donc, on peut dire que 85% des gens ont roulé 61 ou moins. C'est la vitesse normalement qu'on utilise en conception, en ingénierie. C'est une vitesse, c'est ce percentile-là qu'on utilise pour notre conception. Donc, 61 km/h au 85e centile. Le vendredi 18 mai, un peu plus tôt dans l'année, en 2018, c'était similaire. Et en 2014, on voit aussi que c'était très, très similaire avec ces données-là. Donc, on voit que ça reste constant, puis on est au-dessus de notre limite de 30 km/h. Rappelons toutefois que les moyennes des vitesses au 85e centile sur les rues résidentielles à la Ville de Québec sont de 53 km/h pour les rues avec une limite de vitesse de 50 km/h. En moyenne, c'est la vitesse qui est pratiquée au 85e centile sur ces rues-là. Quand la vitesse est de 30 km/h, on a une petite réduction, mais à 51 km/h en moyenne. Donc, vous voyez que l'effet du panneau est minime. Donc, il faut bien choisir les rues à lesquelles on applique le 30 km/h. Vitesse pratiquée, ici, dans le cadre ici, on voit que l'afficheur de vitesse a été présent à nombreuses reprises au cours des dernières années. On a 15 présences d'afficheurs dans les dernières années, puis il y en a 2 qui sont prévus cette année. Donc, vous voyez là, que ça varie entre 1 et 4 présences par année. Cette année, il y a deux présences de l'afficheur qui sont prévues en juin et en novembre. Donc, l'afficheur est là pour sensibiliser les gens au respect de la limite de vitesse, bien entendu. Maintenant, pour ce qui est de la modification des limites de vitesse, cette modification-là, elle fait partie de la stratégie de sécurité routière de la Ville. Donc, dans cette stratégie-là, on a révisé l'ensemble des limites de vitesse sur notre réseau. L'approche qui a été retenue pour cette modification-là, elle se base sur des données tangibles, une évaluation tant sur le plan humain, mais aussi routier, pour bien sélectionner la limite de vitesse. L'objectif est d'assurer une harmonisation des limites de vitesse sur tout notre réseau, puis d'assurer une meilleure crédibilité des limites, puis aussi un meilleur respect de cette limite-là par le fait même. Elle élimine également l'arbitraire. Donc, c'est établi sur des données tangibles et non sur une décision arbitraire. Les critères qui ont été utilisés pour bien analyser les limites, on les a listés ici. Donc, vous avez la classification fonctionnelle du réseau routier. Donc, quel est le rôle de la rue? Donc, chaque rue a un rôle. Ça a été comptabilisé dans cette détermination-là. Le nombre de voies aussi. La largeur de l'emprise visuelle, donc la largeur de visibilité qu'on a. C'est connu que plus on a large d'emprise visuelle, plus on a tendance à accélérer et rouler vite. La longueur de la zone homogène, donc plus une zone est longue aussi, plus la vitesse pourrait être élevée. Le type de milieu qui est traversé,
résidentielle, commerciale, industrielle. La densité d'activité humaine, donc l'activité humaine qui a été recensée en termes d'achalandage des piétons, on l'a quantifié ici. La largeur de la surface de roulement aussi. Et enfin, le nombre de bâtiments commerciaux. Tous ces critères-là ont été modélisés de façon géomatique pour établir une carte des vitesses souhaitées, des vitesses crédibles. Puis, il y a une validation, bien entendu, par une équipe d'experts qui s'est faite par la suite pour valider le modèle. Ces limites-là ont été également présentées au conseil de quartier, mais aussi aux élus de la ville pour validation finale. Modification des limites de vitesse. Donc, les grandes bases, là, ici, c'est que le 50 km/h en général s'applique dans les rues principales, donc les liens entre les quartiers. On parle d'artères, de collectrices principales qui relient les quartiers entre eux. On peut résumer ça à ça. Le 40 km/h s'applique plutôt dans les rues principales de secteurs résidentiels, donc les colonnes vertébrales de nos quartiers résidentiels. Puis, le 30 km/h s'applique dans les petites rues résidentielles et les zones scolaires également. Un résumé ici des proportions de limites de vitesse qu'on a sur notre territoire à Sainte-Foy. Donc, l'actuel, vous voyez que sur les 500 km de Sainte-Foy, c'est le RICAP-Rouge, nous avons 58 km à 30 km/h actuellement, 447 environ à 50 km/h, puis il y en a un à 60 km/h. Ce qui représente environ 12 de rues à 30 km/h, 88 de rues à 50 actuellement. Et là, dans les nouvelles limites de vitesse qui seront implantées cet été, on augmente la proportion de rues à 30 km/h à 55 %, puis on diminue le 50 km/h à 30 %. Et il y a une nouvelle tranche qui s'ajoute, le 40 km/h, qui, elle, représentera 13 % de nos rues. Donc, la limite de vitesse pour l'avenue Charles-Huot a été établie avec ce modèle-là à 40 km/h, avec cette démarche-là à 40 km/h. La Ville de Québec entend mettre en œuvre des mesures d'accompagnement avec cette transition et assurer le respect de la limite de vitesse sur l'avenue Charles-Huot. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Donc, de vous présenter les mesures d'accompagnement. Ce qui est proposé, c'est l'implantation de terre-pleins à l'aide de marquage et de signalisation. Donc, c'est 3 terre-pleins qu'on propose d'installer dès cet été qui sont faits à l'aide de marquage. Vous voyez l'image en bas à droite qui représente bien ce qui est proposé. Donc, un marquage jaune au centre de la chaussée, équipé de repères visuels et de signalisation pour indiquer aux automobilistes d'éviter l'obstacle qui sera au centre de la chaussée. À gauche, vous voyez une vue en plan de l'aménagement, d'un des 3 aménagements qui sera implanté. C'est des mesures qui ont... excusez, il y a une petite erreur qui s'est glissée dans la présentation. Donc, c'est une mesure au singulier éprouvée en 2019 sur la rue Berroir à Québec en projet pilote. Ce qui a été relevé, parce qu'on a fait des relevés de vitesse là, en accompagnant cette mesure-là, ça nous a permis de constater que la vitesse maximale, donc la vitesse là, où l'automobiliste a circulé le plus vite dans la journée, a été réduite de 12 km/h. Donc, il y a un bon effet sur la vitesse excessive là, maximale. Puis, on a aussi une réduction en moyenne de 5 km/h des vitesses au 85e centile. Donc, c'est notable comme réduction. Il faut dire également qu'il y a un aspect négatif là, qui a été relevé, c'est des enjeux au niveau des entrées charretières qui a été aussi dénoté. Donc, bien entendu, dans le cadre de Charles-Huot, on a fait très attention à ne pas avoir cette problématique-là. Donc, ici, vous voyez les aménagements proposés sur l'avenue Charles-Huot. Le premier au nord se situe au niveau de Albert-Lozeau, près du boulevard Laurier. Puis, donc, tout de suite au nord de Albert-Lozeau. Et donc, simplement ça. Et vous voyez qu'il y aura des macles au sol, là, pictogrammes à marquer pour bien identifier le passage des cyclistes aussi à ce niveau-là, pour sensibiliser les automobilistes à leur présence. Et c'est exactement la photo que je vous ai montrée un peu avant, sinon. Oui, on a aussi, excusez-moi, on a aussi je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on a aussi le marquage du stationnement là, qui devrait être effacé aussi à la hauteur de cet aménagement-là pour permettre la circulation automobile. Donc, une légère déviation de l'automobile aussi à ce niveau-là. Le deuxième aménagement se situe entre Marie-Victorin et Eugène Fizet.
entre le 12,85 et le 12,95. Donc, on a bien fait attention à ne pas être installé devant les entrées charretières pour ne pas causer aucune problématique de mouvement. Juste un mot, Oui? Jérôme, pour dire on ne voit pas la souris bouger. OK, bon. Pour que tu saches que. Je reviens Ah, là, ça va. Là, ça va. Vous voyez Oui. là? Donc, c'était Oui. ici là, le marquage qui était effacé, donc déviation de l'automobile, puis retrait de la ligne de stationnement, la ligne blanche. Pour ce qui est d'Eugène Fusilier à Marie-Victorin, oui, il y en a un autre aussi. Encore une fois, on va effacer le marquage du côté ouest pour déviation de la voie automobile et du côté nord aussi, excusez-moi, donc les deux côtés. Et ensuite, enfin, la troisième mesure, le troisième terre-plein qui est situé plus au sud, près du chemin Saint-Louis, entre le 1430 et le 1440. Encore une fois, dégager des entrées charretières. Cette mise en place-là pourrait être possible à la mi-juin, suivant vos commentaires, puis l'intégration de vos commentaires et également de vos préoccupations. Et en complément, c'est un fait complémentaire, là, on vient ajouter aussi un panneau d'interdiction de camionnage au niveau de l'intersection Petit-Laurier-Robert Bourassa pour bien indiquer aux camionneurs qui n'ont pas le droit d'accéder à circuler via Charliot. Vous voyez l'étoile en rouge, c'est l'endroit qui est privilégié pour l'implantation du panneau. On a également des relevés de vitesse pratiqués au cours de l'été qui seront réalisés là, pour bien évaluer les impacts et le succès des mesures. Puis, on a également un sondage qu'on planifiera auprès de vous à l'automne pour bien évaluer le succès également. Donc, pour ce qui est des prochaines étapes, suivant cette mise en place-là, il faut dire que la Ville élabore actuellement aussi un concept de réaménagement permanent. Donc, toutefois, des intrants sont nécessaires encore avant de compléter la conception. On parle notamment du projet de réseau structurant sur le boulevard Laurier, le RSTC. Donc, ce projet-là pourrait avoir des impacts sur le carrefour Robert Bourassa Petit-Laurier, pourrait nécessiter aussi de revoir les raccordements au boulevard Laurier. Puis ce sont des informations qu'on ne possède pas, donc où le consultant sur le projet pourra nous indiquer là, certaines nécessités à ce moment-là. Et on pourra, bien entendu, compléter la conception à la suite de ces informations, de la réception de ces informations-là. Il y a également un projet de mise à niveau de l'axe cyclable Marie-Victorin qui est dans les cartons, qui devra être également réfléchi. Puis le projet de sécurité routière pour le cheminement scolaire de l'école Saint-Yves aussi, qui est en cours, dans le cadre également de la stratégie de sécurité routière. Pour vous donner un peu quelques pistes d'aménagement, ne pouvant pas aller plus loin que ça, on peut tout de même vous dire que les pistes d'aménagement de ce réaménagement-là seraient la mise à niveau des infrastructures pour cyclistes et piétons, le rétrécissement de la chaussée et autres mesures de mitigation de la vitesse permanente, puis également l'aménagement de mesures pour favoriser la sécurité aux intersections. Donc, ça fait tous partie de notre boîte à outils à réflexion pour notre conception permanente. Et on s'est rendu à la période de questions. Parfait, merci beaucoup. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, donc vous pouvez soit lever la main, vous avez en bas à côté de votre nom dans les participants, vous avez l'option lever la main ou me l'écrire dans la discussion. Vous pouvez écrire toute votre question ou m'écrire tout simplement « J'aimerais poser une question ». Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de questions. Ah, M. Guillaume Paré a levé la main. Attendez juste un petit peu que je vous repère. 2 secondes. OK. Alors, Monsieur Paré, vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra si vous le souhaitez. Oui. Bonsoir, M. Paré. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super. J'ai quelques questions concernant là, le terre-plein qui est prévu d'installer. En fait, pourquoi si près de l'arrêt de Marie-Victorin? Parce que la façon que j'ai vu, c'est qu'il y a déjà un arrêt stop au coin de Marie-Victorin, puis là, le terre-plein, celui de Centrale, serait vraiment très près de la rue. Puis, je voulais aussi savoir, il arrivait quoi avec ça en hiver? Est-ce que ça reste une structure permanente le temps qu'on ait des solutions permanentes? Ou,
Fait que c'est pour le moment, c'est les 2 questions sur le terre-plein. J'aurais 2 autres questions, mais je ne veux pas monopoliser Si d'autres personnes ont des questions, là, je peux revenir, il n'y a pas de problème. Parfait, merci, monsieur Paré. Alors, pour la réponse, oui, donc pour répondre à la Nadeau? première question concernant la position du terre-plein près de Marie-Victorin, il faut dire qu'il y avait plusieurs contraintes qui ont dû être considérées là, lors de la conception. On a parlé des entrées charretières, donc il a fallu réfléchir à ne pas être vis-à-vis des entrées charretières. Mais il y a aussi la présence de la pente au sud d'Eugène-Fizet qui inquiétait beaucoup les concepteurs. Donc, on ne souhaite pas mettre en place ce terre-plein-là dans cette pente-là, près de la pente, en fait, pour qu'il soit bien visible des usagers et qu'on puisse s'engager correctement là, dans le terre-plein, via le terre-plein. Puis, pour ce qui est de votre deuxième question, pour ce qui est de la période hivernale, bien entendu, ce serait des mesures estivales et automnales. Là. Donc, ce serait retiré avant la période hivernale. Comme vous l'avez bien dit, il faudra penser à un concept plutôt permanent là, pour prévoir des mesures en hiver. Merci, M. Nadeau. Alors, on a une question de M. Charles Bonin. Quel est l'avantage pour la sécurité routière de changer la vitesse pour 40 km au lieu de 30 km à l'heure? Vous l'avez expliqué un peu dans la présentation, mais peut-être revenir un peu. Oui, je vais revenir là-dessus. Là. Bien entendu, il y a quelques rares rues où on doit malheureusement augmenter la limite. L'objectif, c'est d'avoir des limites crédibles. Donc, on veut une vitesse qui va être crédible et respectée par les usagers. Donc, pour votre rue, le rôle de la rue, on voit très bien que le 40 km/h est la vitesse crédible en fonction de tous les critères qui ont été analysés. Et ce qu'on souhaite mettre en place, c'est tous les aménagements nécessaires pour bien faire respecter cette vitesse-là. Parfait, merci. Puis on a une autre question de M. Jean-François Morin. Est-ce qu'il y aura un panneau d'interdiction de camions à l'autre bout de Charles Huot en bas ou c'est juste en haut? Actuellement, on avait ciblé seulement l'ajout au nord. Par contre, je ne sais pas si vous voyez une nécessité d'implanter un panneau supplémentaire au sud. Ça n'avait pas été identifié là, de notre côté. Je ne sais pas si vous pouvez m'indiquer peut-être l'endroit où on devrait rajouter un panneau. Ou, Ça arrive qu'il y a de la circulation de camions qui arrive d'en bas. Il y a beaucoup de circulation qui monte, en fait. OK. Donc, on va regarder là, avec notre réglementation pour le camionnage, s'assurer que la signalisation est bien conforme au sud aussi. Merci. Jérôme, si tu me permets un complément, là, il existe déjà un panneau de signalisation interdisant les camions juste au nord du chemin Saint-Louis. Elle est déjà là, la signalisation. On est plus dans un enjeu de respect. Et je vous dirais, là, dans les dernières semaines, on a fait 2 interventions assez musclées. Une envers l'entrepreneur et ses fournisseurs qui travaillent sur l'avenue Maguire, mais surtout une autre intervention auprès de l'entrepreneur qui fait la démolition de l'église Saint-Louis-de-France. C'est lui là, qui a été identifié comme étant le principal coupable, entre guillemets, si on veut dire ça, là, où ces camions empruntaient l'avenue Charles-Huot pour prendre l'autoroute Robert-Bourassa. Merci. Merci pour la précision. Je vois qu'il y avait une ou 2 autres interventions dans la discussion à ce sujet pour l'ajout d'une signalisation aussi chemin Saint-Louis. J'ai 3 mains levées aussi, puis je vais revenir après à la discussion. Donc, M. André Sainte-Marie, M. Nicolas Petit, Madame, je pense, Kelly Rourke. Puis, je pense qu'il y avait M. Bernard Gay aussi qui souhaitait poser une question. Alors, M. André Sainte-Marie, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Monsieur Sainte-Marie, il faudrait peser en bas. Vous voyez un micro sur votre qui est barré. Ou je vais essayer de vous en... Est-ce que vous voyez un micro sur votre... Je vous ai envoyé une invitation. Peut-être vous avez une petite fenêtre. Je vous ai envoyé à ouvrir votre micro. Ça ne fonctionne pas.
Si vous voyez, on ne vous entend pas, M. Saint-Marie. Est-ce que vous voyez sur votre écran un micro? Si vous voyez un micro, il doit avoir une barre dessus. Juste cliquez dessus, puis ça devrait se réactiver. Ou c'est peut-être à cause du casque d'écoute. On ne vous entend pas, M. Saint-Marie. Je vais essayer une autre chose. À côté de votre micro, vous avez une petite flèche vers le haut. Si vous l'ouvrez, vous pouvez choisir le casque d'écoute. Parce que je vois que vous avez un casque, peut-être qu'il n'est pas reconnu. On ne vous entend pas toujours. Je suis désolée. Peut-être faire d'autres tests, là, puis on va revenir, mais essayez donc soit par le micro, soit en cliquant sur la petite flèche vers le haut, vous pouvez choisir ou peut-être même enlever le casque, là, puis essayer de parler directement dans le... enlever le fil. Je suis désolée. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne toujours pas. Peut-être essayer de nous écrire la question dans le fil de la discussion. Je suis désolée, mais il semble avoir un petit problème technique. Merci. Alors, on va aller à M. Nicolas Petit, puis on va essayer de revenir à vous, M. Saint-Marie. Désolée. Alors, M. Petit, oui? Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Merci, M. Nadeau, pour la présentation. Je suis à Québec depuis juste 4 ans et je découvre encore plein de choses. Notamment, je ne comprends pas votre logique là, sur l'approche. On veut réduire la vitesse, enfin augmenter la vitesse, pardon, mais après on met en place des terre-pleins pour la réduire. Alors que vous nous avez fait la démonstration que la vitesse moyenne à 30 km/h, c'est 51, à 50, c'est 55, c'est 53. Bon, là, on serait à 52 en vitesse moyenne. Donc, les terre-pleins ne sont pas gagnés des prix d'esthétique, a priori, pas encore. À moins que vous ayez une incentive sur le nombre de terre-pleins implantés à Québec, je ne vois pas trop la logique puisqu'il n'y a pas d'impact. Par contre, je vois un impact directement sur le bruit, l'accélération à la sortie de terre-plein pour repartir, un impact sur l'esthétique, un impact sur les vitesses maximum, puisque augmenter les vitesses, bon, on réaccélère en sortie. Et moi, je suis juste à la sortie de terre-plein, 2 enfants, 4 ans et 7 ans. Et je peux vous dire que déjà plus d'une fois, on les a loupés, heureusement. Donc, je ne vois pas trop l'impact positif que ça va avoir, puisque la vitesse est déjà à 51, plus un impact de contrôle qu'il va falloir mettre en place. Et par contre, un impact sur le bruit, l'esthétique et sortie et accélération sur les enfants. Alors, merci pour votre question. Oui, je vous remercie de vos commentaires. Pour ce qui est de l'esthétique, je pourrais seulement vous dire, chacun ses goûts, mais c'est sûr que c'est contestable comme esthétique. Il faut dire que c'est quand même un aménagement temporaire, c'est un aménagement transitoire, donc ce n'est pas quelque chose qui restera là. Pour ce qui est du bruit, ben, les véhicules ne seront pas à l'arrêt, donc je me questionne là, sur le bruit. Il faudrait faire des analyses, là, mais donc je vous parle de mon jugement à moi. Je ne pense pas qu'il y aurait de bruit occasionné parce qu'on n'a pas d'arrêt complet du véhicule. Puis le fait d'en mettre 3, avec les arrêts aussi qu'on a, ben, la vitesse qu'on souhaite, c'est qu'elle reste basse d'un bout à l'autre, qu'il n'y ait pas d'accélération, mais le but aussi du sondage et des relevés de vitesse qu'on fera sera de bien analyser le succès sur toute la longueur de l'axe. Pourquoi la monter pour la baisser? Bon, ça l'objectif, c'est de la baisser. Okay? L'objectif de la ville, c'est de baisser la vitesse pratiquée sur votre rue. La vitesse pratiquée, vous l'avez vu, au 85e centile, là, est au-dessus de 60 km/h avec un affichage de 30. Il y a une grosse problématique. Il y a 2 choses. 1, la vitesse n'est pas crédible. 30 km/h, ce n'est pas crédible. Donc, on veut avoir une vitesse crédible, mais on veut aussi la faire respecter. Donc, l'objectif, c'est de baisser la vitesse pratiquée. Je comprends votre réflexion, on augmente, on baisse, mais pensez juste qu'on baisse la vitesse pratiquée. C'est ce qu'on souhaite ici. Si vous mettiez 2-3 radars sur la rue? C'est démontré que les radars, en fait, ils fonctionnent seulement quelques jours, voire quelques semaines. Quand on se tanne là, de voir le petit écran rouge flashé, ben, En France. Merci, M. Petit. Est-ce que vous aviez d'autres questions? J'aurais peut-être juste posé une question complémentaire à Jérôme là, sur le projet pilote à Berroir où on a mis des installations comme ça. Est-ce qu'il y a eu des problématiques de bruit
Parce que moi, c'est la première fois que j'entends là, cette crainte-là, mais à mon souvenir que vous n'aviez pas eu cet effet-là sur la rue Berroir. Non, on n'a pas eu, à ma connaissance, on n'a pas eu de plainte là, à ce niveau-là, du tout. C'était vraiment au niveau des entrées charretières parce qu'on est venu positionner, c'était des maisons beaucoup plus denses, là, en fait. Ils étaient beaucoup plus rapprochés que les vôtres, donc il y avait des entrées charretières beaucoup plus près. On a été contraints de mettre ces mesures-là face à certaines entrées. Et c'est là où on a eu des petits enjeux. Il a fallu retirer des repères visuels pour permettre, disons, à une camionnette de sortir. Dans votre cas, je vous rassure, il n'y a aucun cas comme ça. Là, on a vraiment dégagé les entrées charretières. Merci beaucoup. Alors, je pense que M. Sande-Marie a réussi à ouvrir son micro. Ah, non, on ne vous entend toujours pas, malheureusement. Là, il est barré. C'est parce que je le voyais plus barré. Vous avez réussi à le barrer, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez enlevé le fil du casque? Oui. Je suis vraiment désolée. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous écrire ou essayer de sortir puis revenir à la réunion? Des fois, il y a des petits miracles comme ça qui se passent. Je suis désolée, M. Sande-Marie. Alors, Mme Kelly Rourke, oui. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer. OK. Oui. Parfait. Premièrement, je dois dire que je suis quand même d'accord avec ce que M. Petit a mentionné. Je trouve qu'il y a une certaine illogique entre l'objectif désiré et le fait de commencer par, en fait, l'augmentation de la vitesse. Je me demandais premièrement si on a considéré implanter des mesures temporaires, comme par exemple les terre-pleins ou d'autres choses, sans nécessairement venir augmenter la vitesse. Peut-être que ça, c'est quand même une option qui pourrait, sans nécessairement aller chercher une vitesse crédible selon ce que vous dites, mais quand même baisser la vitesse temporairement. Alors ça, c'est premièrement. Là, on pourrait peut-être répondre à cette question-là, puis j'ai un petit complément par la suite, si vous permettez. Parfait. Oui, très bonne question. Donc, il faut rappeler aussi que la démarche n'est pas seulement pour des limites crédibles, là, mais aussi que ça soit cohérent et homogène dans notre réseau. Donc, chaque rue a un rôle. On a une hiérarchie routière, on a des critères là, de largeur. Donc, je vous dirais que la limite, là, pour le 40 km/h dans une rue de ce type-là, c'est ce qui est partout sur le territoire. C'est ce qui va être implanté dans tous ces types de collectrices principales qu'on appelle. Votre rue, c'est une collectrice principale. Elle a un rôle d'écoulement de la circulation, de la colonne vertébrale du quartier résidentiel. Donc, en fonction de ce rôle-là, elle a un gabarit précis, puis elle a aussi une limite de vitesse là, qui est crédible et cohérente sur celle-ci. Donc, c'est le 40 km/h dans ce cas-là. Vous aviez un complément, oui? Oui, en fait, je voulais également savoir, concernant l'emplacement des terre-pleins, comment ça avait été déterminé, là, à part les entrées, là, évidemment, de chaque maison. Et puis, je pense que vous avez mentionné que les lignes de stationnement allaient disparaître, là, si je ne me trompe pas, devant ces terre-pleins-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, que les automobiles, en fait, se collent plus au terrain qui sont face à ces terre-pleins-là, dont le mien, et finalement, qu'il y ait un risque peut-être augmenté pour ces emplacements-là? Puis, l'hiver, considérant qu'on retire les terre-pleins, finalement, est-ce que ça a été considéré? Est-ce que c'est quelque chose que ces terrains-là, ces propriétés-là devraient prendre en compte? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a deux choses dans votre question. Tout d'abord, pour ce qui est de la déviation, non, on ne juge pas qu'il y a un risque là, quelconque pour les résidents près des terre-pleins. On a des bordures, puis il y a plusieurs rues où on n'a pas d'espace de stationnement comme ça, donc on ne voit pas de problématique à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'hiver, il faudra effectivement s'assurer que le marquage ne cause pas de conflit lors de la circulation. Ça sera évalué à l'automne, bien entendu, lors du retrait, mais on va bien transitionner, là, je dirais, on va bien assurer la transition vers le retrait de ces mesures-là. Merci beaucoup. Est-ce que ça a terminé votre intervention, Mme Rourke? Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai également M. Pierre Bellefleur, puis M. Mario Brossard qui ont levé la main. Puis après, je vais avoir aussi des questions dans l'outil conversation. Alors, M. Bellefleur. M. Gay aussi, Christina. Ah, pardon, je m'excuse.
Oui, alors on va aller à monsieur. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Bernard-Guay? C'est ça, j'allais avec les mains levées. Merci, Madame Villeneuve. Alors, monsieur Bernard-Guay, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. C'est pas le problème avec les mesures temporaires parce qu'il n'y a rien d'irréversible là-dedans. Donc, si ça ne fait pas le job, on les enlève ou on en trouve d'autres. C'est des allusions aux mesures plus permanentes là, qui m'inquiètent davantage. Non pas les mesures de sécurité scolaire, je pense que ça peut s'améliorer la situation. Mais les mesures dont on parle... Monsieur Guay, oui? peut-être parler plus lentement parce qu'on entend au plus proche du micro, on ne vous entend pas très bien. Bon. OK, je vais me rapprocher du micro. Parfait. Enfin, les mesures temporaires, donc, ça ne me pose pas de problème parce que ce n'est pas irréversible. Les mesures permanentes, bon, la mesure d'amélioration de la sécurité scolaire, ça ne peut qu'améliorer la situation. Par contre, certaines de ces mesures-là permanentes auxquelles on fait allusion, révision de la largeur de la chaussée, qui peut avoir un impact probablement sur le stationnement sur la rue, ça peut peut-être compliquer la vie des résidents. Puis la question qui semble être tributaire du transport collectif, à savoir les jonctions avec le boulevard Laurier, l'épouvantail la connexion directe de Charles-Huot sur le boulevard Laurier, là, ça, c'est des choses qui, évidemment, sont plus inquiétantes dans une perspective de temps. Alors là, je voudrais savoir c'est dans quel horizon de temps là, que c'est prévu. Puis, évidemment aussi que je voudrais avoir une confirmation de votre intention de consulter les citoyens là-dessus parce que ça ne sera pas des mesures temporaires, là, ça va être des mesures permanentes qui peuvent affecter la qualité de vie sur la rue de façon marquée. Parfait, merci. Donc, vous voulez savoir là, quel est l'horizon de temps pour des éventuelles mesures permanentes, puis s'il y aura d'autres étapes de consultation. Alors, M. Nadeau? Oui, M. Guay, la réponse est simple. Effectivement, ce qu'on vous a présenté, c'est des réflexions. OK? C'est des réflexions, puis c'est sûr qu'on va avoir une réflexion avec vous, OK? Quand on va être prêt. Donc, quand on aura tous les intrants, c'est sûr qu'on a bien entendu vos préoccupations, puis on vous reviendra avec une proposition qui pourra être étoffée avec vous, bien entendu, puis réfléchir à ce concept permanent lorsqu'on sera prêt. Dans quel horizon de temps? Je dirais qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'horizon pour ce projet-là. Parfait, merci. Okay. Merci, M. Guay. Alors, on avait donc M. Pierre Bellefleur. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai des doutes sur les données qui nous ont été présentées pour faire la simulation. D'abord, sur le plan de l'ingénierie, je n'ai pas vu d'aucune façon que vous ayez tenu compte qu'on est dans une pente sur Charles-Huot. Si vous n'avez tenu compte, vous n'avez pas parlé. Ensuite, sur le plan de la démographie, je ne vois aucune étude démographique qui est reliée à vos propositions. Ensuite, sur le plan des résultats, depuis des années, vous avez failli complètement à la tâche de faire respecter une limite de 30 km. Vous avez vraiment failli à la tâche. Vous dites que dans 85% des cas, les gens peuvent aller jusqu'à 61 km, donc 2 fois plus vite. Et là, pour réparer ça, vous dites, on va augmenter la limite de vitesse. C'est un petit peu comme si vous disiez, ouais, la criminalité augmente beaucoup, il y a beaucoup plus de meurtres. Fait que pour arranger ça, on va permettre à tout le monde d'avoir des fusils. Je ne vois pas vraiment votre logique. Vraiment, là, je trouve que c'est pas mal faible. Comme représentant des citoyens, vous ne travaillez pas pour les automobiles, vous travaillez pour les citoyens. Et le Québec a démontré qu'il était capable de prendre en charge les plus vulnérables dans la société pendant la COVID. Sur une rue, les plus vulnérables de la société, ce sont nos enfants. Et vous n'avez absolument rien pour remédier à ça. Au contraire, vous dites on va augmenter la vitesse. Vraiment, ça me dépasse. Je vous reviens sur le terme augmentation de la vitesse, monsieur. Ce qu'on fait ici, c'est augmenter la limite de vitesse qui est dépassée largement. Initialement, il y a deux choses. Oui, la limite, elle n'est pas respectée, mais je pense que la limite de 30 qui a été établie dans un autre aire complètement n'était peut-être pas la meilleure décision. Et là, à travers notre révision des mesures de mitigation, on est capable de venir identifier ces sites-là où la limite n'est pas crédible et cohérente. Et Charles-Huot s'en fait partie. La limite, en lien avec le rôle que cette rue-là a, le gabarit qu'elle a,
Ce n'est pas du 50, ce n'est pas du 30, mais le 40 est tout à fait approprié, puis c'est ce qu'on souhaite mettre en place. Puis on souhaite aussi mettre les mesures qui vont assurer le respect. Et comme vous l'avez dit aussi, il y a des nécessités en termes d'infrastructure piétonne, mais ça ne peut pas se faire dans le cadre de mesures transitoires pour lesquelles on est ici, mais plutôt dans un projet permanent auquel on travaille actuellement, puis on pourra vous représenter lorsqu'on sera prêt. Merci, merci, M. Il Nadeau. y aurait peut-être aussi ajouté au niveau pour les enfants, les projets de parcours scolaire. Là, Jérôme, peut-être détailler ce qui est les éléments que vous réfléchissez quand que vous mettez en place des parcours scolaires là, en fonction des besoins des enfants. Oui, bien, ce qui est fait actuellement, là, parce que ça fait un an l'an passé, on a eu certaines mesures qui ont été implantées. Cette année, il y en aura d'autres. On vise bien entendu le respect des traversées. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, qu'on souhaite vraiment sécuriser. Donc, soit par l'ajout d'intersections surélevées, de gonflement de trottoirs. C'est des choses qu'on va mettre en place pour assurer la visibilité du piéton, de l'écolier, puis le respect du passage piéton à ces endroits-là. Le respect des arrêts avec les intersections surélevées. C'est des mesures qu'on peut mettre en place dans certains cas. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On affiche, il y a beaucoup de signalisation des corridors scolaires pour sensibiliser les automobilistes à la présence de corridors scolaires. Donc, il y a une panoplie là, de mesures qui peuvent être mises en place selon le contexte. L'ajout de trottoirs, bien entendu, qui peut être réfléchi. Peut-être en complément là, pour le bénéfice de tout le monde. Dans le cadre de la stratégie en sécurité routière, il y a une action qui porte spécifiquement sur l'amélioration des cheminements scolaires. Donc, on s'est donné 5 ans pour revoir les cheminements scolaires de 115 écoles primaires sur le territoire. Donc, essentiellement, là, 20 à 25 écoles par année. Alors, on est dans la 2e année de cette intervention-là. Et évidemment, les mesures qu'on va identifier dans le cadre de notre réflexion, ce sont des mesures qu'on va intégrer dans le concept de réaménagement. Alors, c'est certain que le cheminement le long de Charles-Huot, ça fait partie de nos préoccupations. La traversée de Charles-Huot à la hauteur de Touquet, ça fait également partie de nos préoccupations. Donc, on aura pour chaque cas spécifique des mesures à vous proposer qui vont assurer le déplacement sécuritaire des écoliers, mais qui vont contribuer également à bâtir de la fondation pour qu'on ait un meilleur respect de la limite de vitesse et qu'on se rapproche plus de 40 km/h à titre de vitesse pratiquée. Merci pour la précision, M. Desrivières. Alors, on a également M. Mario. Est-ce que vous avez fini, M. Bellefleur? Oui, madame. Oui, merci beaucoup. Alors, la parole est à M. Mario Brossard. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? C'est bien? Oui, très bien. Excellent. Il y a 2 éclaircissements que j'aimerais avoir. Côté Charles-Huot et près de Chemin Saint-Louis, tantôt on parlait de panneaux d'affichage pour les camions. Effectivement, il y en a un, mais qui ne sert absolument à rien parce qu'il est côté parallèle à la rue. Et donc, le camion qui arrive pour monter Charles-Huot, s'en aller vers le boulevard Laurier, il ne le voit pas. Il est vraiment mal situé. Il n'est pas adéquat dans le fond, là. Et l'autre point, je l'ai apporté aussi, ce qui est important, c'est au niveau du marquage de la rue. Donc, si on veut passer à 40 km/h, que ça serait peut-être intéressant de le marquer directement sur le pavé, que c'est 40 km/h pour dire à l'automobiliste, écoutez, on roule maintenant à 40, on n'est plus à 50, on roule à 40. Puis, dans votre plan d'aménagement que je vois, il y a toujours la même problématique. Quand on arrive par Marie-Victorin, puis on descend vers Charles-Huot, vers le chemin Saint-Louis, la vitesse, elle est extrême. Elle est extrême, puis c'est dangereux pour les enfants qui traversent pour aller au Père Maurice ou aux écoles proches, là. Donc, c'est vraiment problématique. Les gens sont pressés de tourner le chemin Saint-Louis à droite et c'est vraiment problématique. C'est quoi les mesures qui pourraient être mises en place à cet endroit-là? Pour moi, c'est préoccupant, là, vraiment, là, comme citoyen. Tout d'abord, pour ce qui est là, de la signalisation, c'est bien pris en note. On s'assurera que ça soit bien conforme puis le plus... en tout cas, le mieux positionné possible. Vous aviez aussi fait mention, excusez-moi, j'ai complètement oublié le 2e point. C'est pour la descente, donc ouais. Les gens qui descendent Ah non, il y avait 40 km/h au sol avant. Ah, OK, oui, pardon. Donc, ça aussi, c'est bien noté. Puis pour ce qui est de la descente, en fait, je serais curieux là, de vous entendre là,
À quel niveau? Parce que moi, selon mes relevés, là, entre Nourri et Marie-Victorin, la vitesse était similaire dans les deux directions, mais peut-être que ce n'est pas dans la bonne... Non, c'est ça. C'est que si vous descendez de Nourri vers Chemin Saint-Louis, c'est OK. une pente, il n'y a pas d'arrêt-stop, il n'y a rien du tout. Là, la lumière des gens, c'est la course à la lumière. Est-ce que je vais l'avoir verte ou pas? Si je ne l'ai pas verte et orange, rouge, là, on accélère. Et là, le danger est là parce qu'il y a beaucoup d'enfants à cet endroit-là. C'est sûr que la pente, elle ne nous aide pas. Hein? C'est très difficile à retirer une pente, puis très difficile d'ajouter des aménagements à l'intérieur d'une pente parce que c'est des choses qu'on ne voit pas venir. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas mettre de mesures qu'on vous propose là dans la pente. Ça pourrait être dangereux, en fait, qu'il y ait un coup de volant là, ou des choses comme ça. Il faut bien voir venir ces mesures-là. Donc, c'est pour ça que... de façon temporaire, il n'y a pas de mesure qu'on souhaite mettre en place puis qu'on puisse mettre en place. Par contre, dans une réflexion permanente, on va s'assurer, peut-être avec un rétrécissement de la chaussée ou des choses dans cet ordre-là, qui va vous être présenté, bien entendu, avant qu'on ira de l'avant, on pourra peut-être proposer des choses comme ça pour cette section-là. Merci beaucoup. Puis c'est pour ça aussi, cette séance est intéressante parce qu'on entend votre vécu aussi, puis c'est très précieux, là. Ça complète beaucoup les analyses. Alors, merci, M. Brossard. Puis je pense que vous aviez également dans la conversation, vous disiez que les camions de déneigement sont un problème aussi. Alors, vous parlez du camionnage. Peut-être c'est un problème parce qu'ils font de la vitesse ou peut-être juste préciser, M. Brossard? OK. Dans le fond, les camions de déneigement, c'est parce que les mesures que vous faites présentement sont temporaires pour l'été, mais il y a plus d'hiver que d'été à Québec, on s'entend, là. Et le déneigement à Québec, tous les camions transitent par Charlevoix. Ça, c'est vraiment problématique parce qu'à compter de 9 h le soir jusqu'à minuit, 1 h, c'est une autoroute de camions de déneigement. Donc, c'est pas très agréable pour récupérer une bonne nuit de sommeil. Là, je voudrais juste poser une question à M. Brossard. Vous parlez des camions qui font le transport de la neige soufflée. Absolument, oui. OK, merci. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'avais une question également dans la conversation, Mme Camille Rochette qui se demande est-ce qu'il existe une alternative au système de terre-plein? Une alternative. Est-ce qu'on parle dans un horizon là, temporaire ou plutôt permanent? Je ne sais pas, Mme Rochette, si vous aimeriez préciser votre question. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Parfait. Merci, oui. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je ne m'y connais pas beaucoup. C'est juste que j'ai été un peu surprise quand j'ai vu l'image, un peu comme un autre citoyen. J'avoue, je n'ai pas trouvé ça particulièrement joli, d'une part. Là. Puis l'autre chose, c'est que moi, je suis à un endroit où il n'y a pas de trottoir. Et puis, avec les enfants, là, si les gens se mettent à s'écarter de cette espèce de centre-là, j'ai peur que ce soit carrément dans le petit espace où ils se retrouvent très souvent, là, où les gens vont vite. Puis, j'avoue, je n'étais pas complètement charmée. Il faut dire que de façon transitoire, là, c'est malheureusement une des seules mesures que notre équipe, je dirais, vous propose là, actuellement. C'est une mesure qui a fait ses preuves, qui va avoir un impact en diminution de la vitesse. Donc, on sait qu'elle sera probablement un succès. Et de façon transitoire, c'est des mesures qui sont éprouvées. Donc, malheureusement, là, dans ce contexte-là, c'est ce qui est proposé. De façon permanente, bien entendu qu'on n'ira pas vers des aménagements de ce type-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Puis, on a une autre question. Oui, Madame Rochette, excusez-moi. Bien, en fait, je me demandais juste si dans les autres situations où il y avait cet aménagement-là, c'était aussi, puis vous allez revoir ma question, vous n'aurez pas besoin de la refaire rendue là, mais est-ce que c'était aussi des situations où il y a un endroit où il n'y a pas de trottoir? Parce que c'est sûr que je reviens avec cette histoire, mais s'il y a un trottoir et les enfants sont sur le trottoir, c'est tel que tel, mais si c'est une rue comme Charlevoix où les gens, des fois, la prennent un peu pour une piste de course, puis que là, ils arrivent, malheureusement, doivent contourner ce truc-là, là, j'ai vraiment... Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a une évaluation qui a été prise dans ce sens-là? Est-ce que dans les autres situations, il y avait aussi une absence de trottoir d'un côté de la rue? Je me questionne par rapport à ça parce qu'en plus, je suis au 1285, il y a un stop, mais pour passer mes journées en télétravail devant le stop, il n'y a vraiment personne qui le fait. Là. Alors, actuellement, ce n'est pas du tout sécuritaire. Fait que je ne sais pas dans quelle mesure on peut se fier là-dessus.
Faut dire que oui, effectivement, là, dans le projet pilote qu'on a fait sur Berroir, il n'y a pas de trottoir d'aucun des côtés. Dans votre cas, il y a un trottoir, puis c'est sûr que normalement, le piéton devrait se situer à cet endroit-là s'il circule sur Charliotte. Ceci étant dit, la visibilité au niveau de ces terre-pleins-là qui vont être implantés, c'est des endroits où on sait que la visibilité est bonne. Donc, on s'attend à ce que si jamais il devrait y avoir un obstacle sur la chaussée, bien, il va être bien visible. C'est pour ça aussi qu'on a ajouté du marquage au sol pour bien indiquer la présence possible de cyclistes avant l'arrivée du terre-plein. Encore une fois, c'est des endroits où on n'a pas de courbe, on n'a pas de pente, on s'est assuré de la bonne visibilité. Donc, normalement, on peut bien négocier là, ce terre-plein-là puis bien voir les obstacles qui pourraient se situer sur la chaussée. Encore une fois, les piétons devraient utiliser le trottoir qui vous est accessible du côté est, bien entendu, de Charliotte. Et puis, est-ce qu'il a été envisagé de faire un trottoir de l'autre côté ou pas du tout? C'est dans les réflexions qui pourraient avoir lieu là, dans le cadre d'un projet permanent. Ce sont des aménagements qui pourraient vous être proposés et qu'on pourrait vous avancer comme aménagement. Peut-être qu'en même temps, on pourrait réduire la largeur de la route et ainsi avoir une route qui n'est pas favorable à un 40 km/h, mais à une vitesse moindre et être plus crédible avec notre 30 km/h dans ce cas-là. Effectivement. Toutefois, il y a des enjeux, il y a des impacts à cet ajout-là. Donc, c'est une réflexion qu'on devra avoir avec les résidents lorsque tous les intrants seront connus. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a une autre question de Mme Joanie Cloutier. Est-ce que l'ajout de dos d'âne a déjà été considéré? Les dos d'âne, ce ne sont pas des mesures là, qui sont recommandées à la Ville de Québec. Faut dire qu'il y a eu des événements où on a eu des enjeux de sécurité pour les conducteurs de véhicules d'urgence. Donc, ce sont des mesures qui ne sont pas recommandées pour cette raison-là. Toutefois, dans un projet plus permanent, on pourrait peut-être penser à des intersections surélevées qui on a implanté dernièrement l'an passé une nouvelle intersection, puis qui font leur preuve aussi dans le respect des arrêts, mais aussi des limites de vitesse. Merci beaucoup. Alors, on a une question, une intervention de Mme Émilie Beaulieu. Il pourrait être souhaitable de mettre les afficheurs de vitesse plus fréquemment par année pour aider sans que ce soit de façon permanente. Donc, j'imagine que les afficheurs, c'est ceux qui affichent la vitesse pratiquée là, pour sensibiliser. C'est bien noté. Puis, je vais passer le message là, à l'équipe responsable des calendriers, voir si on ne peut pas mobiliser plus l'afficheur sur Charliotte. Il faut dire que plus on est présent, moins l'impact se fait sentir, mais peut-être qu'il y a possibilité d'insérer une troisième présence, effectivement. Merci. Je vais avoir une autre question, puis après, je vais aller à M. Jean-Sébastien Blais, qui a la main levée. Alors, Madame Gianni Bédard, puisqu'on considère que 40 km/h est crédible, est-ce que cette nouvelle limite de vitesse peut être inscrite sur la chaussée? Ah, OK, désolé, c'est donc la même suggestion que tout à l'heure. C'est bien noté. Parfait. Alors, M. Jean-Sébastien Blais, la parole est à vous. Oui, bonsoir. Des petites questions, commentaires. Côte-à-Gignac, est-ce que ça va demeurer, est-ce que ça va être 40 aussi, j'imagine? C'est la continuité? Oui. Puis chemin Saint-Louis, 50? Chemin Saint-Louis, avant de dire n'importe quoi, ça change de vitesse sur Saint-Louis. On a 50 jusqu'à Valentin. À l'ouest de Valentin, c'est 40. Donc, c'est une petite section de Saint-Louis qui est à 40 à l'ouest de Valentin. Tout le reste, qui tourne de Charliotte vers Saint-Louis, il tombe à 50. Oui. Ou qui arrive de Saint-Louis, il est à 50. Saint-Louis, à votre niveau, là, est à 50. Là, vraiment. En fait, c'est juste une petite portion à l'ouest qui va être à 40, là, au bout de Saint-Louis. Bon. Pour les dos d'âne, au-delà de la sécurité, là, les gens arrêtent et réaccélèrent. Fait que tantôt, je ne sais pas qui parlait de tout ça, là, fait que c'est vraiment pas une bonne idée. Là. Il n'y a pas de solution parfaite, là, mais un dos d'âne, c'est probablement la pire solution. Là, moi, je suis juste en bas de la côte, puis autant pour descendre que pour monter, mais on dirait que les gens ils ont besoin de gaz pour monter à la côte. Là, puis Jonathan peut le témoigner aussi. Là, c'est fou, là, puis c'est très bruyant. Fait que c'est une solution imparfaite, les terre-pleins.
Mais, tu sais, à un moment donné, on va essayer, on va mesurer, puis on va s'ajuster. Moi, c'est ce que je pense, parce que ça fait 10 ans que je suis ici, puis à part les radars temporaires, il n'y a rien qui a jamais rien. Il n'y a rien qui change. Il y a une journée, il y avait 5 policiers sur Charlevoix. Ça, je ne sais pas combien ça sont fait pogner, mais ça, je comprends qu'il y a des coûts à ça. Là. On voudrait bien en avoir 5 en permanence, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que ça a déjà été pensé pour les périodes du matin, midi, puis soir où il y a des brigadiers, que ça soit une vitesse modifiée? On voit ça dans certains secteurs là, où c'est 50 km/h, puis ça tombe à 30 là, avec les lumières. Pour la période avec les enfants, là, ça pourrait être 40 puis tomber à 30. C'est une idée que je lance. Peut-être dans le projet permanent, mais... Pour vous répondre à ce niveau-là, cette mesure-là, elle est seulement pour les zones scolaires. Donc, là où on a une limite de 40 ou 50, on va la baisser à 30 pour des périodes scolaires. Encore une fois, on veut que ça soit crédible, on veut que ça soit respecté lorsque c'est implanté. Donc, c'est pas souhaitable d'en mettre là. Qu'est-ce qui définit une zone scolaire? Parce qu'il y a des enfants qui montent vers l'école Saint-Yves, il y en a qui descendent pour la Saint-Jean-Vermans. La zone scolaire, là, elle se situe, là, puis ça, c'est par le ministère. Donc, c'est le terrain. C'est la rue adjacente au terrain de l'école. Okay. Donc, c'est vraiment en lien avec le terrain de l'école. OK. Puis... Non, c'est pas mal soumis. En tout cas, si vous... J'avais peut-être des petits éléments là, qui n'ont pas été discutés. Donc, pour le dos d'ange, je voulais juste bien comprendre que vous n'étiez pas favorable à ça. Vraiment pas. OK. C'est noté, merci. Puis pour ce qui est des dernières années, quand vous dites qu'il y a, à part les afficheurs, il n'y a rien d'autre qui a été fait, il faut dire qu'il y a un projet permanent ou de réaménagement qui a été proposé aussi. Là. La Ville avait mis de l'avant un certain concept. Peut-être que vous n'êtes pas tous au courant, mais il y a quelques années, je pense il y a 5 ans, il y a une consultation citoyenne qui a été mise en place pour proposition d'un concept permanent. Et ça n'a pas, je dirais, fonctionné. Là, en fait, il n'y a pas eu d'entente à ce niveau-là. Et pour cette raison-là, il n'y a pas eu de projet permanent à ce moment-ci. Donc, il faut dire que bien qu'il n'y a pas eu d'implantation, la Ville a souhaité quand même mettre en place certaines mesures là, dans le passé. Non, mais c'est ça, mais c'était pas un reproche, mais par rapport à la vitesse, là, l'homme étant ce qu'il est, là, il transgresse les règles. Là. Fait qu'à un moment donné, le 30, là, ça fait 10 ans que je le vois non respecté. Fait que c'est ça. Fait que c'est correct d'essayer des mesures comme ça. Moi, je ne vais pas me faire pitcher des roches, là, mais c'est ça. Faut essayer quelque chose, n'importe quoi. Puis oui, c'est peut-être moins esthétique, puis c'est imparfait, mais moi, je suis confiant que ça peut aider à réduire la vitesse en dessous de ce qu'on vit actuellement. Là. Fait que juste ça, c'est un point positif. Là. Merci pour votre intervention. Christina, j'aurais peut-être juste ajouté des éléments parce que M. Blais amène un élément important sur la côte à Gignac qui est quand même en continuité, sont liés. Moi, j'ai eu aussi beaucoup de discussions avec des citoyens de la côte à Gignac, qui est d'ailleurs un groupe de citoyens qui s'était mobilisé là, plus en 2018. 2019 pour justement arriver avec des solutions, étant donné que la côte, c'est plus complexe parce que c'est une côte assez plus abrupte que la vôtre, puis avec des virages, donc on ne peut pas venir mettre des terre-pleins comme dans votre cas. Par contre, dès cette année, là, on va venir faire des lignages pour forcer un petit peu le ralentissement dans la côte. Donc, on espère que ceux qui prennent un élan là, dans la côte pour arriver sur votre rue, bien, qu'ils vont avoir diminué déjà un petit peu aussi dans la côte. Je ne sais pas si, Jérôme, tu pourrais peut-être mentionner là, exactement, ça va être quoi le type de lignage qui va être fait dans la côte à Gignac dès que ça sera possible. Oui, excusez, mon micro était fermé. Donc, pour la côte à Gignac, ce qui est fait, c'est des lignes de rive qui sont ajoutées. Donc, au lieu de jouer sur le centre de la chaussée, on joue sur les côtés. En raison de la pente, comme je vous l'ai dit, on ne veut pas jouer dans le milieu de la chaussée. Puis, dans cette section-là, on n'a pas de stationnement. Donc, on a été capable de jouer sur les côtés. Dans votre cas, c'est plus ou moins possible en raison du stationnement, mais aussi de la chaussée désignée là, sur la longueur de l'axe. Donc, c'est ça. C'est des lignes au sol,
sur les côtés de la rue, mais aussi il y a à 2 endroits bien stratégiques là, des balises pet zone qui sont ajoutées. Donc, une espèce de repère visuel un peu large là, avec au centre de la chaussée qui sera positionné. Merci pour ces précisions. On a une question de M. Nicolas Petit. Est-ce que cette consultation va être prise en compte pour l'évaluation finale? Si oui, comment? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que cette consultation va être prise en compte pour l'évaluation finale? Oui. Puis si oui, comment? En fait, c'est sûr qu'on va considérer le succès ou non de ces mesures-là dans notre évaluation, dans notre réflexion finale. Autre que ça, je ne pourrais pas vous dire à cette étape-ci dans quelle mesure on va vraiment juste considérer le succès ou non de cette mesure-là. Mais je dirais que ce n'est pas souhaitable d'avoir un aménagement permanent de ce type-là. Il y a plusieurs autres mesures que des aménagements permanents nous permettraient de mettre en place. Merci. J'ai deux mains levées, M. Guillaume Paré, M. Charles Bonin. Je vais lire une autre question dans la conversation, puis je vais venir à vous. Donc, on a une question de M. Denis Soulet. Est-ce que la piste cyclable pourrait être séparée de la route pour étrécir la chaussée et protéger les cyclistes? Effectivement, ça fait partie de nos réflexions. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que selon les standards internationaux, lorsqu'on atteint un certain débit véhiculaire, on va vouloir mettre les cyclistes dans des aménagements plus confortables. Une chaussée désignée, normalement, c'est implanté lorsque les DGMA se situent autour de 1000-2000, donc 2000 véhicules par jour. Pour une rue Charles-Huot, on est beaucoup plus haut que ça. On est à 5-6 000 DGMA, donc véhicules par jour. Donc oui, effectivement, il pourrait y avoir une réflexion, comme je l'ai mentionné tantôt, de revoir l'infrastructure cyclable sur Charles-Huot. Parfait. On a également Mme Émilie Beaulieu. Comme les terre-plans ont montré une diminution de vitesse de 5 km/h en moyenne pour un 85e percentile à 62 km/h, on arrive à environ 55 km. Donc, comment on peut penser réussir à faire respecter le nouveau 40 km/h à court terme? C'est-à-dire, pourquoi vous pensez que cette mesure est efficace? Bon, donc les chiffres que je vous ai donnés, c'était pour un cas. C'est sûr qu'on va être intéressé de voir le succès de cette mesure-là sur Charles-Huot. Peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera moins. On va souhaiter que ça soit plus. Ce n'est pas tout à fait le même milieu. Donc, les effets peuvent être peut-être meilleurs. Il faut dire aussi qu'on a une grande campagne de sensibilisation qui est en place avec la stratégie, où on sensibilise les usagers de la Ville de Québec, de la route, à réduire leur vitesse, à mieux cohabiter avec les piétons, avec les cyclistes. Donc ça aussi, ça pourra contribuer à faire respecter la limite de vitesse. On le souhaite énormément. Merci. Puis puisqu'on parle de vitesse, j'ai deux autres questions là-dessus. Donc, Mme Bédard, est-ce que des gouverneurs vont aussi avoir une limite à 40 km/h? Je vous confirme ça à l'instant. Oui. Puis M. Guillaume Paré, puis ensuite je vous donne la parole qui dit que 50 km/h sur Saint-Louis, c'est trop rapide. Donc, c'est plus un commentaire. Et peut-être chercher la question sur des gouverneurs. Oui, je vous confirme, gouverneur, Charles-Huot, Jean Dequin, Église au sud de Laurier et la Vigerie sont toutes des rues à 40 km/h avec le même rôle. Donc, vous voyez, on assure vraiment une homogénéité de notre intervention. Puis toutes ces rues-là qui ont le même rôle vont avoir une limite de 40 km/h. Parfait, merci. Alors, M. Paré, je vous redonne la parole. Allumez votre micro, oui. Merci, oui. J'ai quelques questions. En fait, juste pour être sûr de bien comprendre, actuellement, en été, il va y avoir les terre-pleins. Et l'hiver, il n'y aura rien. C'est bien ça que vous m'avez dit? Pour l'instant, le projet qu'on vous propose, c'est un projet transitoire qui ne pourra pas être implanté l'hiver, effectivement. OK. Donc, l'été, on augmente la vitesse, mais on met des terre-pleins. Fait qu'on fait un pas en arrière, puis un pas en avant, donc on fait un peu de surplace. Et l'hiver, on fait simplement un pas en arrière. Moi, c'est comme ça que je vois ça là, pour le moment.
Il y en est quoi? Il arrive quoi avec l'arrêt, l'évaluation d'un arrêt au coin de Charlevoix et Nourry sur Charlevoix? Écoutez, je n'ai pas l'analyse en main. Donc, je vais y aller du souvenir, mais l'analyse a été complétée et elle n'est pas requis. En fait, il n'est pas justifié de mettre en place un arrêt toute direction à cet endroit-là. Mais je n'ai pas malheureusement l'analyse, donc je ne peux pas vous en dire plus. OK. Parce que c'est un coin dangereux parce qu'il y a un angle mort à cause de la pente. En fait, c'est une pente avec des plateaux. Fait que moi, je suis juste en haut du plateau, puis on ne voit pas les véhicules arriver d'en bas. Et c'est la chose inverse pour les gens qui sont en bas de la côte, juste en bas de la côte. Fait qu'il y a un enjeu de sécurité là, par rapport à ça. Donc, vous parlez de l'insertion à partir de Nourry sur Charlevoix. Oui, c'est ça. Je vais m'assurer que dans notre analyse, on a bien considéré cet élément-là, parce que ça fait partie des critères de justification des arrêts, la visibilité aux approches secondaires. Je vais m'assurer que ça fait bien partie. Juste pour, oui, surtout que tous les gens, excuse-moi, Émilie, tous les gens qui sont du côté ouest doivent traverser la rue pour se rendre de l'autre côté. Veux-tu faire une intervention, Émilie? Oui, je voulais juste préciser, dans le fond, ce que M. Paré voulait dire, c'est qu'il ne parlait pas là, de l'insertion de Nourry sur Charlevoix. Ce n'est pas quand on est sur Nourry où la visibilité n'est pas bonne. La problématique est vraiment sur Charlevoix, en haut de la pente, vraiment là, au niveau du 13-35, où là, finalement, les autos qui montent la côte en direction nord arrivent à toute allure et on les voit à la dernière minute. Donc, ce que M. Paré essaie de dire, c'est que quand il tente de traverser la chaussée, puisqu'il n'y a pas de trottoir de son côté, il risque, là, dans le fond, il faut vraiment bien qu'il regarde là, pour être vraiment sûr qu'il n'y a pas d'auto qui arrive à toute allure. C'est un peu ça la problématique, je pense, qu'il essaie d'être décrit. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup pour la précision. Je voulais aussi savoir, c'est possible d'avoir les plans que vous avez montrés tantôt? À l'étape où ils s'en sont, je vous dirais qu'il y aura certains ajouts, donc je ne peux pas les transférer à l'étape où ils sont. Lorsqu'ils seront en réalisation, oui, je pense que c'est des choses qui peuvent peut-être vous attacher. C'est facile pour nous d'évaluer la chose que de simplement les voir à l'écran comme ça. Dernière question. Quelle est l'urgence d'augmenter la vitesse à 40? Pourquoi on n'attend pas d'augmenter la vitesse à 140? Pourquoi on n'attend pas les mesures permanentes avant de l'augmenter? On sent un peu que vous avez vraiment hâte d'augmenter la vitesse et malgré je tiens à le mentionner, là, malgré toute l'opposition qu'il y a eu par rapport à ça, pourquoi ça n'attend pas les mesures permanentes, cette augmentation de vitesse-là? C'est pas comme s'il y avait une urgence réelle. Rappelons que les mesures suivent la modification à la limite de vitesse. Donc, les mesures, ce sont dans l'accompagnement de la modification. La modification, elle se fait de façon globale sur toute la ville. Donc, c'est ça la démarche. On veut quelque chose d'homogène, d'uniforme, où est-ce qu'il n'y a plus d'arbitraire. On revoit nos limites de vitesse sur l'ensemble avec des critères tangibles, bien évalués. Puis chaque critère est comment je vous dirais ça? Chaque critère a été bien évalué, puis on a pondéré chacune des rues. Ça a été bien réfléchi. Donc, c'est une démarche globale. Et dans le cadre de cette démarche-là, la rue Charlevoix, l'avenue Charlevoix, elle a un gabarit, elle a un rôle, elle a une pente, tous ces éléments de géométrie, mais aussi de rôle, l'amènent à avoir une limite de 40 km/h crédible. C'est ce qui est proposé par le modèle, par nos experts aussi. Puis dans le cadre de cette mesure-là, on souhaite implanter des mesures pour assurer le respect de cette limite-là, qu'on sait dépasser même avec un 30 km/h actuellement. Donc, on veut s'assurer le respect du 40 km/h. Oui, en tout cas, écoutez, là, merci pour la réponse. C'est juste parce que je trouve que l'uniformité et le rôle de la rue, ça me semble des critères un peu discutables là, par rapport aux enjeux de sécurité. Je vais juste apporter cette précision. Je vous rassure que d'avoir une limite à 40 km/h n'aura pas d'impact sur la sécurité sur l'avenue Charlevoix versus le 30. Comme vous voyez, la limite est déjà dépassée. Ce que l'avenue a plutôt besoin, c'est de revoir les infrastructures de mode actif qu'on sait sous standard, le cheminement scolaire. Donc, c'est ces éléments-là sur lesquels il faut jouer, mais il y a des intrants à l'heure actuelle qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant avec un concept comme ça. Puis, il y aura nécessairement aussi une consultation citoyenne avant d'aller vers ça.
Je veux aussi rajouter un élément. Une limite non crédible peut même être problématique dans certains cas. Okay? Imaginez-vous un piéton qui compte traverser la rue, qui voit des panneaux de 30 km/h, qui s'attend à ce qu'on roule 30, mais on a une vitesse au 85e centile de 61. Ça peut surprendre, ça peut faire peur, puis on peut justement avoir des enjeux de sécurité parce qu'il y a une incohérence entre ce que le piéton s'attend et la vitesse pratiquée. Donc, de se rapprocher, d'avoir une vitesse pratiquée abaissée, puis une limite de vitesse crédible pour tous les usagers, en fait, on favorise la sécurité routière. Merci, M. Nadeau. Oui. Parfait. Merci, M. Paré. Alors, j'avais M. Charles Bonin, puis aussi, je pense, M. Jean-François Morin qui vous avait levé la main physiquement. Parfait. Alors, M. Bonin, puis suivi de M. Morin. Oui, bonjour. Premièrement, juste l'inquiétude que j'ai présentement, c'est qu'avec l'avenir, on va parler plutôt pour les prochaines années, c'est que peut-être la disparition des terre-pleins, puis des pancartes, tout ça qui affiche le terre-plein, puis que la vitesse de 40 va rester. Fait que finalement, moi, je suis inquiet qu'on va rester avec un 40 km/h avec plus de mesures pour essayer de le faire respecter. Parce qu'autrefois, on avait moi, je parle pour Côte-à-Gignac. Je me souviens quand il y avait des terre-pleins sur base du béton avec des limites de vitesse. Et je crois qu'il y avait un signe de vélo dessus aussi. Puis finalement, ça a disparu avec le temps. Ça, c'est mon premier commentaire. Puis deuxièmement, je voudrais vous parler pour Côte-à-Gignac. Je vous invite, je sais que vous avez parlé que vous avez étudié avec des ingénieurs, tout ça, la largeur de la rue, tout ça. Je vous invite à prendre votre véhicule et à rouler de 40 km/h de début jusqu'à la fin. Je vous assure que vous allez vous faire peur avec les courbes et les vélos, tout ça qui empruntent la côte pour s'entraîner. Ça serait un bon test à faire avec des cellules, essayer de faire ça, un 40 km/h du début jusqu'à la fin, là, avec toutes les courbes. Là. Ça va être assez difficile. Ça veut dire, je comprends bien, selon vous, la vitesse n'est pas crédible, le 40, ou c'est ça que vous... Ben, avec les courbes qu'on voit, je suis pas mal certain que les pneus de sa voiture risquent de crisser à 40 km/h. Moi, juste pour vous parler, j'ai un parc en face de chez moi qui est le parc Falaise. Là, puis mon enfant, présentement, a 8 ans, c'est 30 km/h, puis je ne vois pas le jour qu'il va être capable de traverser la rue sécuritairement tout seul. Puis là, on voit qu'on demande 40 km/h. Il y a quelques années, j'avais 2 voisines qui faisaient des démarches pour essayer de réduire, avoir des sortes de choses pour réduire la vitesse. Puis ils ont fini par déménager parce qu'ils étaient trop... ils ne voyaient pas le bout d'avoir une sécurité pour leurs enfants, malheureusement. Merci beaucoup. Alors, j'ai Madame Kelliro, puis Madame Émilie Beaulieu, puis après encore quelques questions dans la conversation. Alors, il y avait Madame Rourke. Christina avant. Pardon? Hey, merci beaucoup. J'ai un seul écran ce soir, je m'excuse, puis ça cache. Alors, Monsieur Morin, merci, Madame Villeneuve. Une suggestion puis une question. La suggestion, il y a quelques années, quand vous avez fait les aménagements de ce qu'on appelait les bedaines, les renflements aux intersections pour diminuer la vitesse, vous aviez fait aussi des aménagements avec des graminées. C'était vraiment beau. Mais depuis les 2 ou 3 dernières années, ça a laissé complètement l'abandon. Suggestion, est-ce que vous pourriez refaire des aménagements un petit peu plus appétissants sur les renflements, sur les bedaines, s'il vous plaît? Ce serait très apprécié. Une question. Le 19 juin 2017, la dernière consultation à laquelle j'ai participé à l'édifice André Boucher, on s'apprêtait à ce moment-là à construire le condo Charlotte au coin de la rue et on avait étudié vraiment des impacts que ça pourrait avoir. Est-ce que vous avez déjà des données préliminaires qui vous indiquent quelque chose par rapport à la présence de cet immeuble-là au coin de la rue? J'ai mal compris, là, il y avait des enjeux un peu techniques. Ce que vous dites, c'est concernant les condos au nord d'Albert Lozeau. Exact. Vous aimeriez savoir s'il y a une évaluation des débits ou des enjeux de circulation en lien avec ce condo-là qui auraient été faits suite à l'aménagement? Est-ce que vos données vous permettent d'observer déjà des impacts de cet immeuble-là? Parce qu'on ne le savait pas. Bien, je vous dirais que, écoutez, je ne sais pas à quelle année ça a été construit. Pouvez-vous peut-être...
éclairer là-dessus? 2018 ou 2019, 2017-2018, dans ce coin-là. Ben, les données qu'on a recensées là, pour la présentation de ce soir dans nos analyses, là, on a reculé dans le temps. Puis au niveau des comptages, au niveau des vitesses, tous les relevés qu'on a répertoriés là, étaient de 2018 et avant. Donc, je ne sais pas si les condos ont été construits, mais les chiffres ne changent pas. En termes de circulation, de nombre de véhicules, mais de vitesse aussi, on est assez constant. Est-ce que vous, de Peut-être votre côté... peut-être en complément. Oui, M. Desrivières? La difficulté qu'on a actuellement, c'est que depuis mars 2020, on peut aller mesurer les vitesses, mais on ne peut plus aller compter les véhicules. Parce qu'à cause du télétravail, les débits de circulation ont baissé de façon importante partout. Donc, la donnée qu'on va recueillir, on ne peut pas la comparer avec le passé. Alors, ça va prendre peut-être, au cours de l'automne, on pourra peut-être commencer à refaire du comptage, mais actuellement, ce qu'on fait, ce n'est pas représentatif. Ça ne permettrait pas de comparer la situation avant et après le projet de condo. Merci pour la précision. Alors, on a Mme Maroc et Mme Beaulieu. Oui, en fait, je ne veux pas prendre plus de temps, mais je voulais juste faire un commentaire sur le fameux rôle de la rue. Je comprends, M. Nadeau, là, ce que vous avez expliqué, puis je comprends le rôle d'une rue là, dans le cadre de l'harmonisation et du fait de rendre homogène une rue avec d'autres. Mais je pense qu'une rue a un rôle pour ses habitants aussi, là, puis c'est un critère subjectif qu'il faut prendre en compte. De ce que je comprends de l'objectif ultime d'un aménagement permanent, je pense que le rôle de la rue est beaucoup plus qu'une circulation là, véhiculaire. Je pense que l'objectif est de la rendre plus sécuritaire, plus résidentielle. Là, mes termes sont peut-être pas bons, mais je pense que c'est important de prendre en compte certains commentaires qu'on a dit ce soir et qui n'ont peut-être pas été notés, mais le bruit est existant. Si vous avez mentionné tout à l'heure un questionnement de savoir si vraiment c'est un élément, mais je vous le confirme. Moi, je suis juste avant là, la fameuse côte, puis pas juste en descendant, mais en montant, je dirais même pire. Et puis, moi, je n'ai pas d'enfant encore, mais c'est une question que je me pose, à savoir si je reste ici ou je déménage. Alors, c'est une réalité, puis je pense que ça fait partie des éléments qu'il faut considérer dans le fameux rôle. Une rue n'a pas juste l'objectif de faire circuler les gens, ça fait partie je pense, d'un aménagement plus global. Là. C'est mon petit commentaire de conclusion, mais j'espère que ça va être considéré là, dans le cadre de l'aménagement permanent. Je vous rassure, là, bien entendu. On parle, dans le fond, des termes que vous employez, là, moi, ça évoque une conception de rue conviviale. Ce qu'on veut, c'est bien répondre à tous les besoins des usagers. Donc, ça fait, oui, les automobilistes en font partie, bien entendu, et elle a un rôle, cette rue-là. On ne peut pas la nier. Il y a des JMA de 6 000 véhicules, elle relie des artères entre elles. Mais il y a les résidents, il y a un axe cyclable, il y a un besoin de trottoir. Toutes ces choses-là, ça fait partie de notre réflexion de projet permanent, effectivement. Mais il y a des prix à payer pour ça. On ne peut pas tout faire. Je vous donne un exemple. Je reste sur une rue avec un gabarit similaire, une collectrice également. On a un axe cyclable, on a mis des bandes cyclables pour sécuriser les liens. On a 2 trottoirs, mais on a tout retiré le stationnement. C'est des choses qu'il faut considérer, effectivement. Non, exact. Puis je comprends ce que vous dites. J'ai peut-être décrit quelque chose de plus convivial, mais je pense que la sécurité fait partie des 2 axes, circulation et convivial. Donc, mais je vous entends, il y a un prix à payer, puis peut-être qu'on va arriver à trouver la meilleure solution, là, mais c'est des critères que je voulais vous communiquer davantage. Merci. Merci. Alors, Mme Beaulieu. Oui, bien, merci. Premièrement, je voulais dire merci à tous les gens de la ville qui travaillent sur notre dossier. Là. Merci pour votre temps. Merci de prendre nos commentaires au sérieux et de nous entendre. Là. Je pense que juste ça, ça fait du bien comme citoyen de se savoir entendu. Donc, on croise les doigts pour que cette communication-là puisse continuer dans les mois, les années à venir. Ensuite, merci aussi aux résidents de s'être présentés. Je veux dire, je ne sais pas si vous réalisez, là, mais en temps de COVID, d'avoir autant de monde en ligne en même temps, c'est vraiment
génial. Puis, je pense que ça démontre aussi que tout le monde est à l'unisson sur le fait qu'il y a absolument quelque chose qui doit être fait pour améliorer la sécurité sur l'avenue Charles-Huot. Donc, ça aussi, j'aimerais que ce soit bien noté par la Ville pour essayer d'accélérer les choses. Je voulais juste essayer de... je ne sais pas si M. Bonin, vous voulez Oui. le micro. J'ai l'impression que ça fait Oui. Désolée, voilà. Oui. Je voulais juste essayer de résumer un peu les choses. J'entends une certaine préoccupation avec l'augmentation à 40 km/h et je pense que cette préoccupation-là vient aussi du fait qu'il y a plusieurs mesures qui devront être permanentes, qui auraient été souhaitées des résidents pour essayer de vraiment mieux sécuriser. Dans le chat, là, on parle de les pistes cyclables, les trottoirs sont revenus beaucoup, la sécurité avec le trajet scolaire et tout ça. Donc, tout le monde parle dans le même sens. Moi, ma question et mon commentaire, ça va être vraiment de voir comment on peut travailler pour avoir quelque chose de permanent le plus rapidement possible parce que je pense que dans une certaine mesure, personne ne va nécessairement cracher sur les terre-pleins, les îlots centraux qui sont proposés. Je seconde M. Blais qui dit, essayons quelque chose et de toute façon, c'est temporaire. Donc, si c'est vraiment la fin du monde, on les enlèvera. Mais à quand finalement les mesures plus permanentes avec des évaluations pour vraiment venir s'assurer, là, comme plusieurs ont mentionné, qu'on ne se fasse pas un peu avoir avec cette augmentation à 40 km/h là et les mesures temporaires qui sont retirées. Là, je pense que tout le monde veut utiliser de sa confiance envers l'être humain et se dire ça ne va pas arriver, mais reste qu'aujourd'hui, en date du 25 mai, on n'a aucune finalement certitude là, de ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, c'était mon question et je sais que vous ne pouvez rien dire en mesure de temps, mais peut-être élaborer à savoir dans votre échéancier ou quand est-ce que vous pensez être en mesure de nous revenir avec une suite à tout ça. Je vous dis, la Ville, on sait très bien qu'il y a des besoins en termes de sécurisation du cheminement scolaire. C'est dans nos cartons d'ici 2024 de sécuriser l'école Saint-Yves. Elle fait partie des 115 écoles. Elle sera réalisée. Il y a une réflexion qui a lieu en ce moment. Donc, on met la table à ça. Le cheminement scolaire, du côté de la planification de l'aménagement, prévoit le rehaussement de l'axe aussi. Donc, on connaît les besoins avec ces infrastructures-là. Il nous manque des intrants. Il nous manque de la conception, de la réflexion à avoir dans ces deux volets-là, mais il y a aussi le réseau structurant. C'est malheureusement là, un intrant important qu'on devra aller chercher avant de pousser le concept permanent, puis vous proposer un horizon pour l'aménagement. Donc, c'est vraiment en lien avec ce projet-là. On veut aussi attacher tous les morceaux. Donc, on veut connaître aussi les enjeux en lien avec le réseau structurant avant de poursuivre la conception. Merci beaucoup. Alors, on a M. André Sainte-Marie qui a levé la main. On va faire une autre tentative. M. Sainte-Marie? Non, on ne vous entend toujours pas, malheureusement. Pourtant, on voit bien le micro se désactiver. Alors, peut-être c'est tout simplement que votre ordinateur n'a pas de... Je ne sais pas si c'est... Oui, je suis désolée. Est-ce que c'est possible pour vous de nous écrire peut-être dans la conversation votre question, puis ça va nous faire plaisir de répondre. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Merci, M. Sainte-Marie. Alors, on a dans la conversation M. Joey Villeneuve. Est-ce qu'il serait possible que Charles-Huot devienne une rue désignée pour la mise en place d'une photoradar mobile de manière spontanée? Malheureusement, ce n'est pas possible. La ville ou le service de police est autorisé à utiliser le photoradar en vertu d'une entente avec le ministère à 41 endroits. Et malheureusement, l'avenue Charles-Huot n'en fait pas partie parce qu'au moment où ces lieux-là ont été choisis, l'aspect accidentologie ne le permettait pas sur le plan de la justification. Maintenant, la Ville, dans le cadre de la stratégie en sécurité routière, est en demande au ministère des Transports pour revoir le cadre de gouvernance du projet. Et un des objectifs, c'est d'avoir plus de photoradars, mais aussi d'avoir une plus grande flexibilité dans l'utilisation. Donc, la Ville voudrait pouvoir décider du jour au lendemain les rues où elle va utiliser l'équipement sans en passer par un décret ministériel qui vient spécifier le lieu et les conditions.
Merci, M. Desrivières. Alors, on a Madame, je pense, Frédéric Arsenault. Est-ce qu'en tant que citoyen, on peut signaler les pilotes de F1 nous-mêmes aux policiers, prendre en photo les plaques d'immatriculation? M. Oui, vous Desrivières? pouvez le faire. Maintenant, vous n'êtes pas équipé pour constater la vitesse, donc il n'y aura pas de constat d'infraction qui vont être émis, mais c'est une information qui est intéressante pour le service de police. À quelle heure, quel jour, quel modèle, la plaque, est-ce que c'est la première fois, est-ce que ça revient? Tout ça, ce sont des informations là, qui aident les policiers à mieux cibler leur intervention. Puis au besoin, d'aller rencontrer les gens qui sont récalcitrants pour leur donner un petit message qu'on les a à l'œil. Alors, il y a une démarche qu'on fait actuellement comme ça, semblable là, avec les citoyens du Vieux-Québec là, qui ont dénoncé un certain nombre d'automobilistes et pour lesquels il y a eu des interventions. Merci. Puis Madame Arsenault poursuit. Je trouve bien dommage de devoir interdire à mes enfants de jouer sur la pelouse devant la maison car c'est trop dangereux d'être à proximité de cette piste de course. Voilà. On a également Madame Marilyn Boulanger. Simplement pour confirmer ce que M. Paré a dit, nous avons 2 filles de 12 et 13 ans qui traversent tous les jours en haut de Noury et la visibilité est en effet très mauvaise pour effectuer la traversée de façon sécuritaire. Bon, Madame Camille Rochette, tout citoyen peut dénoncer une infraction au Code de la sécurité routière, mais la preuve de la vitesse peut être difficile à démontrer. Il faut faire aussi la preuve de conduite, comme M. Desrivières l'a mentionné. Monsieur Ulrich Deschaines, les explications sur la pertinence d'uniformiser la limite de vitesse de manière globale sont claires depuis le début. Merci de votre patience, Monsieur Nadeau. Madame Myriam Couture, je pense qu'avant de prendre une mesure pour augmenter la vitesse, il serait prudent pour aller dans l'objectif de diminuer la vitesse d'installer des infrastructures qui sont mises en place et sont permanentes et ont prouvé leur efficacité. Et ensuite, quand la limite sera réduite à 40, dans les faits, nous pourrons le changer à ce moment-là. Je pense qu'une future rencontre avec le projet plus élaboré par rapport à un trottoir. Voilà, donc c'est plutôt des commentaires, mais je le lis au bénéfice de tous. Monsieur Jean-Sébastien Blais, la chambre de mes enfants dont sur Charles-Huot et il se réveille la nuit à cause du bruit des voitures sur Charles-Huot. Monsieur Nicolas Petit, merci pour votre écoute. Je pense que nous avons tous comme objectif commun la meilleure sécurité sur Charles-Huot. Je comprends le concept de crédibilité de la vitesse. Je reste surpris par le manque de mesures répressives pour les pilotes peu soucieux des règles de circulation. Alors, en tout cas, c'est noté, puis ça aussi, ça va être transmis, j'imagine, M. Nadeau, peut-être pour des futurs contrôles possibles sur cette rue. Madame Amélie Beaulieu, merci d'avoir assisté à la rencontre pour que l'on reste tous connectés sur l'avancement de sécurité routière sur l'avenue Charles-Huot. Je vous invite à envoyer votre email à charles-huot.québec@gmail.com si ce n'est pas déjà fait. Ce courrier avait été créé suite au dépôt de mémoire sur la sécurité routière pour Charles-Huot. Cela nous permettra de rester en contact entre voisins. Donc, effectivement, ce n'est pas la première rencontre qu'on a eue dans les dernières années. Puis, ce que j'ai entendu ce soir, c'est pas qu'on vous revient là prochainement avec la suite. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées ni d'autres. M. Morin, merci beaucoup. Rencontre très appréciée. Monsieur Gay Alors, aussi, merci. qui a la main Monsieur levée, Gay, oui, je viens de vous voir. Monsieur Gay, oui. Si vous voulez activer votre micro. Oui, je voudrais pour mémoire, tout le monde, que sur Charles-Huot, il y a peut-être un problème de sécurité et de vitesse. Il y a également un problème de débit. Le débit de circulation. Avant la pandémie, il n'était pas rare que la circulation refoulait jusqu'à Triquet en partant du boulevard. Et avec le tramway, les conséquences que ça pourrait avoir en termes d'accroissement du débit, les effets secondaires sont encore inconnus. C'est une préoccupation que vous devez avoir de faire en sorte que notre quartier et notre rue ne soient pas affectés par un débit insoutenable, nuisible à la condition de vie. J'ai une autre remarque aussi, parce que des gens ont fait allusion tantôt au précédent plan d'aménagement qui avait été soumis aux citoyens.
Alors, je dois confesser que j'ai contribué à renvoyer la ville à ses devoirs parce que nous était soumis avec des conséquences qui pouvaient être problématiques pour la qualité de vie et sur la faisabilité. On supprimait complètement le stationnement et ça peut être problématique pour des gens qui veulent recevoir chez eux, qui ont besoin de véhicules de service, arboriculteurs, whatever. On proposait des aménagements, des arbustes et tout ça. Et comme mon voisin Jean-François Morin disait tantôt, une fois qu'ils sont installés, après ça, il n'y a pas de service après-vente. Vous vous ramassez avec des espèces de terrains vagues un peu partout sur la longueur de la ville. C'est pour ça que c'est important, je pense qu'il y ait d'autres discussions avec la ville et entre les citoyens à l'occasion de ces discussions-là. Il faut trouver un trade-off optimal entre un maintien d'un certain stationnement, probablement aussi un meilleur traitement des cyclistes. Mais on ne peut pas tout avoir, mais je pense qu'il faut avoir le juste compromis plutôt que des projets d'aménagement qui peuvent être enthousiasmés à prime abord, mais avoir des conséquences que les gens ne désireront pas quand ils s'en rendront compte après. Là. Oui, Lucie? Merci, Monsieur Gay. La mémoire vivante. Oui, Monsieur Desrivières. Juste peut-être un petit commentaire là, sur la première préoccupation de M. Gay concernant les travaux du tramway. Vous savez, on est, nous aussi, très préoccupés par les impacts que les travaux vont avoir sur la mobilité, mais également sur les quartiers résidentiels. Donc, on met en place là, un cadre pour effectivement être en mesure de faire un suivi de façon à ce que la sécurité des piétons, la sécurité des cyclistes soit assurée dans les corridors où il va y avoir des travaux, mais également qu'on prenne en considération ce qui se passe de part et d'autre des zones de travaux, de façon à ce que s'il y a des situations qui sont inacceptables, qui apparaissent, qu'on soit en mesure d'intervenir pour maintenir ça à un niveau qui est acceptable. Mais il faut quand même là, se dire une chose, on n'a pas de boule de cristal dans un projet comme celui-là, avec une envergure aussi importante. Il va y avoir des effets de débordement, mais on va tenter le mieux qu'on peut de les gérer. Merci, merci, M. Desrivières. Alors, je vois qu'il ne semble pas y avoir d'autres questions. Madame Beaulieu, vous avez levé la main ou c'était une ancienne? J'avais juste un petit commentaire à ajouter suite au commentaire à M. Gay. Là. Je suis vraiment d'accord avec vous que l'arrivée du tramway, tout ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Puis il faut vraiment bien considérer les impacts que réaménager là, ce tronçon-là pourrait avoir sur notre rue. Donc, je suis vraiment d'accord. Par contre, pour moi, en fait, puis un peu comme M. Desrivières vient de dire, je pense que la circulation qui va être modifiée potentiellement par l'arrivée du tramway est une chose différente que de la sécurisation et le réaménagement de la rue sur une bonne partie. Donc, comme ma vision est que si on était capable, justement, comme vous dites, de venir sécuriser les piétons, les cyclistes, puis de trouver quelque chose de raisonnable à plus court terme pour venir vraiment sécuriser avant que tous les impacts du tramway nous arrivent, parce que même s'il va y avoir un suivi de la ville, on s'entend que c'est sûr qu'on va être touché, là, on va être en plein dedans. Donc, d'essayer, puis comme vous le disiez, M. Gay, hein, je pense que c'est ça aussi qui a été un petit peu difficile là, quand la proposition en 2018 a été mise sur la table, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, de prendre morceau par morceau, sécurité routière d'un côté et circulation, réaménagement du tronçon avec le tramway, je pense que ça pourrait être sage de faire ça en 2 temps. Là, donc, je voulais lancer ça. Merci, Mme Beaulieu. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, j'inviterai peut-être Mme Villeneuve pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup d'avoir, je pense que tout le monde est resté en ligne ou presque là, durant toute la séance. Ça démontre là, votre intérêt pour le projet. Puis, vos commentaires étaient très constructifs. Là. Je sais que Caroline Jérôme et M. Desrivières vont les mettre en application, les ajouter là, dans l'analyse, assurément. Et je sens aussi que vous avez tous envie qu'on aille plus loin avec la mesure permanente, que plusieurs, en tout cas majoritairement, vous avez hâte à une mesure qui sera
pérenne dans le temps. Donc, c'est certain que votre présence en grand nombre, comme Mme Beaulieu l'a mentionné, mais aussi vos commentaires constructifs, je pense que ça va donner des arguments à l'équipe de M. Desrivières pour prioriser ce projet-là par rapport peut-être à d'autres projets où la mobilisation est moins importante, de même niveau, là, disons, de priorisation objective. Et ben, moi, c'est sûr que mon objectif, c'est dès que c'est possible de faire des interventions qui ne seront pas à effacer, ceci étant dit, on ne met pas d'argent dans des projets qui ensuite devront être effacés, mais s'il y a une opportunité de faire des mesures plus permanentes et qui n'auront pas à être supprimées par l'arrivée d'intrants, comme tout à l'heure, Jérôme et Caroline l'ont bien mentionné, eh bien, on va la saisir, l'occasion, assurément. Alors, puis, ben, n'hésitez pas, il y a le 3-1 pour tout commentaire, en fait, qui ne concerne pas la police, mais aussi le site Internet de Mme Beaulieu. On est en lien régulier avec votre comité citoyen, si je peux l'appeler comme ça. Là. Je ne sais pas si c'est le même que vous êtes nommé. Alors, c'est important de documenter cette mise en place, la mise en place de cet aménagement. Puis, vos commentaires vont faire qu'on va pouvoir le bonifier au fil des semaines. Même, c'est arrivé pour Berroir, entre autres, qu'on l'a modifié en cours d'été. Ensuite, il a été amélioré pour la mise en place de l'été suivant. Alors, c'est important de le faire. Puis, dernier commentaire au niveau des services policiers. Il faut que vous sachiez aussi que maintenant, il y a le Bureau de la sécurité routière, donc tout est centralisé. Alors, si vous voyez une situation qui se répète, bien, n'hésitez pas à le mentionner au 3-1 qui fait le lien avec le service de police et à ce bureau-là centralisé. Et si les personnes, par exemple, font des courses dans d'autres arrondissements ou dans d'autres rues, bien, eux, maintenant, ils mettent tout en commun les informations. Donc, c'est de l'art en barre, là, ce que vous ramenez du terrain, parce que c'est impossible que l'équipe de M. Desrivières soit à temps plein sur votre rue, ni même les services policiers. Donc, tout ce que vous pouvez nous donner comme information, bien, ça vaut très cher. Puis, soyez assurés là, que ce n'est pas de la perte de temps, le temps que vous prenez de nous aviser. Alors, continuez à le faire. Alors, voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, merci Madame Villeneuve. Madame Beaulieu, vous avez encore la main levée. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Non? Non, parfait. Alors, merci encore pour votre temps, puis bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée tout le monde.